Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, les goémoniers du nord du Finistère ne sont pas les bienvenus pour pêcher dans le sud du département. Explication. Un espace info habitat vient de voir le jour dans le pays de l'Orient et nous nous y sommes rendus. Et les crèches se font écolo. Alors comment adaptent-elles leurs pratiques? Eh bien, reportage dans ce journal. Et aujourd'hui, nous retrouvons Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous nous faites des adieux. C'est ça, enfin je vous fais pas les miens, hein. Je vous fais ceux d'un bateau mythique. Eh bien on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 8 novembre 2016. Les personnels hospitaliers étaient dans la rue ce mardi. 200 étudiants infirmiers et infirmiers manifestaient à Rennes, mais aussi à Saint-Brieuc ou à Vannes. Dans le Finistère, 300 personnes étaient réunies à Quimper. Les manifestants se prononcent contre l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Ils protestent aussi contre les suppressions de postes dans les hôpitaux de la région. En bref, toujours, on sait désormais qui va tenir les rênes du FC Lorient. Bernard Casoni va succéder à Sylvain Ripoll, évincé il y a 3 semaines. Selon le club, le nouvel entraîneur aura pour mission de relancer le FC Lorient et d'assurer le maintien du club en Ligue 1. Bernard Casoni a indiqué que pour l'instant, rien n'était signé. Dans sa carrière, il a déjà entraîné les équipes de Marseille, Cannes, Bastia, Évian, Auxerre ou encore Valenciennes. Dans le monde de la pêche, rien ne va plus entre les pêcheurs du sud et du nord Finistère. Les goémoniers habitués à ramasser des algues dans le nord se sont retrouvés confrontés à une grande méfiance lorsqu'ils sont venus pêcher dans le sud du département. Alors quelles sont les raisons de cette défiance? Le reportage de Brice Gouronec. C'est un sujet qui fait polémique. En août dernier, 2 goémoniers léonards sont descendus dans le sud Finistère pour la pêche à l'hyperboréa, une variété d'algues qui se récolte avec une technique particulière, le peigne norvégien. C'est une copie conforme des peignes norvégiens. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, il est en forme de luge, il y a des patins dessous. Le principe du peigne, si vous voulez, c'est comme vous le tractez, c'est que les bâtons coincent ici entre les lames et on les arrache et font comme ainsi. C'est une inquiétude qui était tout à fait justifiable. Hein. C'est vrai que les pêcheurs du Sud Finistère ne connaissent pas du tout cette pratique de pêche au peigne norvégien. Mais on le pratique quand même dans le nord depuis plus de 15 ans. Mais ce déploiement de bateaux près de Pinmar a alerté les pêcheurs locaux qui travaillent sur les mêmes zones. Julien Lepalute est pêcheur ligneur au Guilvinec. Lui et ses confrères s'inquiètent de l'utilisation du peigne sur les fonds marins du Sud Finistère. C'est traîné sur le fond, donc ça arrache tout est chamboulé. Donc le problème il est venu de ça, c'est que toute la flottille des petits bateaux est contre cette activité. Les cailloux sont mis à blanc. Et une fois que les cailloux sont mis à blanc, déjà tout ce qui est poissons, crustacés, ils ne reviennent pas. Et nous, on ne va pas aller travailler dans ces zones si on n'a plus de crustacés ou de poissons qui tombent là, parce que les zones sont mises à blanc. Le comité régional des pêches a finalement prononcé la suspension de la pêche à l'hyperboréa le 26 octobre dernier, le temps de calmer les tensions entre pêcheurs et goémoniers. On s'est retrouvé face à un problème de cohabitation et donc de partage de l'espace. Il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, notamment les champs de blocs, c'est-à-dire des galets. Le but, c'est de repérer dans le Sud Finistère ces zones-là, entre autres. Et dans ce cas-là, s'il y en a, nous, on est tout prêt à la sanctuariser et puis à faire une zone où on n'interviendra pas. Des études approfondies devraient être menées par Ifremer le temps de cartographier ces zones sensibles. Un avis scientifique qui validera ou non la reprise de la pêche à l'hyperboréa dans le Sud Finistère. Et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon pour parler d'autres bateaux inscrits dans l'histoire maritime. Alors Benjamin, c'est une page de l'histoire maritime de la France qui va se tourner. Expliquez-nous. Ben oui Julie, parce que en fait l'abeille Flandre que vous voyez ici derrière moi va sans doute prendre sa retraite. Alors c'est ce remorqueur de haute mer qui a été basé à Brest pendant plus de 25 ans, qui a écrit certaines des plus belles histoires, les plus belles pages de l'histoire du sauvetage. Un appel d'offres pour son renouvellement et celui de son homologue l'abeille Languedoc va être lancé en 2017. Alors l'abeille Flandre n'était déjà plus en Bretagne ? Non, elle avait quitté Brest pour Toulon en 2005, remplacée par l'abeille Bourbon, encore plus grosse, encore plus puissante qu'on voit là. Mais elle était restée dans les mémoires à la fois par ses sauvetages impressionnants, puis par les films qui lui ont été consacrés. Alors on en voit 2 là derrière moi, Jean Bulot, capitaine Tempête, et puis le fameux chasseur de tempête d'Hervé Hamon. Alors ce bateau restera le symbole de la prise de conscience de l'importance du remorquage en haute mer.
Oui, effectivement. D'abord, bon, elle n'avait pas été construite pour ça. À l'origine, elle devait s'occuper de plateformes pétrolières, mais c'est la catastrophe de l'Amok au Cadiz qui avait fait que la France l'avait affrétée. Et puis, plus récemment, c'est sans doute elle qui a évité que l'Erika ne finisse sur Belle-Île-en-Mer. D'ailleurs, sur Belle-Île, il y a une place qui porte son nom, place de l'Abeille Flandre. C'est quand même la classe. C'est effectivement la classe. Merci beaucoup, Benjamin, pour toutes ces explications. On vous retrouve bientôt. Où se renseigner quand on a des questions liées à son habitat? Eh bien, les habitants de 25 communes du Pays de Lorient ont désormais un lieu unique pour trouver des réponses. Encouragé par la loi de transition énergétique, cet espace Info Habitat pourrait accueillir chaque année près de 15 000 personnes. Fanny Coconnier. Au rez-de-chaussée, l'agence départementale d'information sur le logement, à l'étage, les services habitat et urbanisme de l'agglomération et l'agence locale de l'énergie. Pour répondre à des questions sur la rénovation d'un logement, le choix des matériaux ou obtenir un conseil juridique, l'espace Info Habitat abrite 46 professionnels. Chacun a sa spécificité. Nous, on est plutôt sur le volet juridique, financier et fiscal. ALON va être plus sur le côté technique. Le service habitat plus sur le montage financier des opérations de réhabilitation. Donc ça permet d'avoir effectivement en un seul lieu un conseil complet. Les acteurs du dispositif espèrent que cette nouvelle organisation encouragera les locataires et propriétaires à mener leur projet jusqu'au bout. Oui, il y a forcément un peu de perte en ligne quand il faut aller voir un organisme puis un autre et puis finalement on se laisse emporter par le quotidien. Là, tous les services qui apportent des conseils neutres et gratuits en matière d'habitat sont concentrés dans un même lieu. Pour Lorient Agglomération, cette plateforme locale de rénovation de l'habitat, c'est un vrai choix politique. Il figurait parmi les engagements de son plan local de l'habitat. Le logement, c'est la deuxième préoccupation des Français derrière l'emploi et on sait à quel point ça impacte les budgets. C'est aussi un facteur de relégation si l'on y prend garde et donc il faut faire très très attention. Amener une politique de logement qui veille à tous. Et les élus l'assurent, soutenir l'action dans l'habitat, c'est aider à réduire la consommation d'énergie, mais c'est aussi un coup de pouce pour l'économie. 1 euro de subvention accordée déclenche en moyenne 9 euros de travaux. Écologie encore, et la révolution verte est aussi en marche dans les crèches. À Plouédern, la crèche Tillabouzik vient d'obtenir le label Écolo-Crèche. 11 établissements ont déjà ce label en Bretagne et Frédéric Lorenzon a découvert les pratiques écolo des tout petits. Dans cette crèche de Plouédern, quand on prépare l'activité peinture, la directrice sort sa centrifugeuse. Donc on utilise de la peinture naturelle. Donc aujourd'hui, on va faire de la peinture avec du chou et de l'argile. Donc à l'aide de la centrifugeuse, on va passer le chou dedans et récupérer du coup le jus. Ce type de peinture, du coup, c'est vraiment sans danger. L'enfant peut faire la peinture, la manger, en mettre sur lui. Ça ne pose pas de souci. La peinture au chou, c'est écologique et ça possède des vertus surprenantes. Alors là, Léna est en train de transformer la peinture mauve à base de chou avec une craie de savon de Marseille. C'est des toutes nouvelles façons de travailler. Et là, c'est rigolo parce que nous, on apprend en même temps que les enfants. La pâte à modeler également est écologique car fabriquée uniquement avec des produits alimentaires. Avec ces bonnes pratiques, la crèche Tillabouzik a reçu le label Écolo-Crèche comme 10 autres établissements en Bretagne. On a travaillé avec un épidémiologiste qui du coup nous a mis en relief en fait les dangers qu'il pouvait y avoir pour les enfants et les professionnels d'être en contact permanent avec ces produits. Ça a été quand même un choc de savoir que notre santé et celle des enfants étaient en danger. L'hygiène est une donnée primordiale dans la crèche. Là encore, les produits naturels sont utilisés en remplacement des produits chimiques. J'utilise pas de gants en fait parce qu'ils sont pas agressifs, contrairement avant aux produits traditionnels chimiques. Ouais. Prochaine étape pour la crèche, accroître la part du bio dans les assiettes et également remplacer les couches par des couches lavables. La crèche en consomme 3 tonnes par an avec les 30 enfants. Après Octobre Rose contre le cancer du sein, voilà Movember contre le cancer de la prostate. Et Benjamin Bréant nous en dit plus dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. Environ 150 personnes se sont rassemblées ce mardi à Brest pour soutenir la police confrontée à un manque d'effectifs et de reconnaissance. Alors pour être sûr qu'on ne rate pas l'info, elles se sont réunies devant les locaux du Télégramme et de TBO. Un bel exercice de cadrage photo pour nos confrères d'Ouest France en tout cas.
Une trottinette électrique à 3 roues passe-partout qui monte à 35 km/h. C'est le Street Nair inventé par le costarmoricain Jean-Christophe Chorlet. Alors ça a l'air sympa comme tout, mais ne le répétez pas, notre journaliste est tombé en l'essayant. Il souhaite donc conserver et sa dignité et l'anonymat. Et enfin, c'est depuis une semaine le Movember, le mois de novembre à Moustache pour sensibiliser aux maladies masculines. Le hockeyeur brestois Charlie Doyle a montré l'exemple. Vivement janvier, où l'on sera tous chauves pour une autre bonne cause. Un nouvel homme. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée sur TBO et TB Sud.